importante. Alors qu'une plaie chronique, c'est une plaie qui progresse pas par rapport à une séquence de réparation en temps opportun où la plaie repasse par le processus normal sans euh, restaurer l'anatomie fonctionnelle. Et donc, quelque chose qui dure plus que 6 semaines, c'est une plaie chronique. En fait, c'est 4 semaines parce que la plaie ne suit pas comme elle devrait. Ce qu'on a fait également dans le soin des plaies chroniques, c'est qu'on voit si la plaie peut guérir ou pas. Et ça, c'est une plaie qui a assez de sang et de profusion de tissu et vous pouvez corriger ou optimiser tout facteur euh, coexistant pour encourager la guérison de cette plaie. Malheureusement, dans notre monde, beaucoup de gens pensent que c'est les pansements qui vont guérir les plaies. Et si vous ne corrigez pas ou vous n'optimisez pas ces facteurs positifs, vous n'allez pas avoir une plaie qui va guérir. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, il y a une plaie de maintenance. La plaie de maintenance, ça, c'est une plaie qui pourrait guérir, mais à cause des trucs associés au patient ou associés au système, la plaie ne va pas guérir. Donc, si quelque chose n'est pas disponible, si quelqu'un a besoin de quelque chose, donc quelqu'un qui a le diabète, par exemple, et donc, si la personne ne peut pas retirer une pression du pied ou quelque chose comme ça, hein, à ce moment-là, la plaie va se perpétuer. Voulez-vous que je parle de cette photo, Erin? Oui, allez-y. Alors ça, dans cette photo, ça, c'est une personne qu'on a vue il y a beaucoup d'années. Elle est très intéressante parce que elle avait 3 doctorats, cette dame. Religion, theology, and one in Et pharmacology. donc, il y avait 3 diplômes, donc en pharmacologie et en pharmaceutique. Pour X, Y, Z raisons, elle a commencé à s'injecter. On n'était pas très clair sur pourquoi, mais en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait la pilule, elle bouillait la pilule, elle enlevait, bon, certaines plaies sont causées par le gravol, d'autres par l'injection de codéine. Elle est venue nous voir parce les gens ne savaient pas quoi faire avec elle, mais intéressant. Hein. Ce qui était intéressant, c'est que le médecin avec qui je travaille à un moment donné était dans une autre salle et cette personne m'a dit, ah ben, je devrais commencer ou arrêter d'injecter mon gravol. Et il a hurlé de l'autre salle, oui, effectivement. Et son commentaire à moi, c'était, quelqu'un m'écoute. Peut-être que vous savez ce que vous faites. Cette personne, malheureusement, est décédée, mais ses plaies ont fini par guérir. Et une bonne partie de ça, c'était le fait qu'on avait établi une relation de confiance avec elle et on l'écoutait. Et on ne l'a pas donné l'étiquette de ah, la folle, comme la plupart de ses anciens soignants. Et on ne l'a pas abandonnée non plus. En fait, elle était une femme réjouie. J'ai beaucoup apprécié cette femme. L'autre partie, c'est qu'on ne savait pas pourquoi ces plaies ne se refermaient pas. On a fait un rayon X et quand on a compté 50 aiguilles, bouts d'aiguilles dans la plaie, on a arrêté de compter. Donc, il y avait des bouts d'aiguilles qui remontaient à la surface, mais bon, elle a fini par décéder malheureusement, mais sans avoir des plaies sur ses jambes ou sur ses bras. Oui, et je pense que c'est plutôt intéressant ça, parce que c'était des injections sous-cutanées. Donc, c'est un exemple de plaie portant sur la peau qui saute, si on veut. Donc, dans notre communauté de réduction des torts, on appelle ça la peau qui saute. Oui, et je sais que lorsque on développe des relations, ça, c'est ultra important. Et ensuite, on a les plaies qui ne peuvent pas guérir. Donc, ça, c'est des plaies qui n'ont pas assez de sang pour appuyer la guérison et on ne peut pas les corriger.
Ou bien on a quelque chose comme ça, une photo à droite. La photo à droite, lorsque vous regardez ça, ça c'est la photo d'un cancer du sein qui est en métastase. Donc, ces plaies ne vont pas guérir. Donc, ce que vous tentez de faire dans ce contexte-ci, c'est que vous voulez que la personne soit la plus à l'aise que possible avec le contrôle des douleurs et vous voulez contrôler les bactéries autant que possible. Alors ça, c'est les trois parties qu'on analyse. D'accord. Est-ce que j'allais parler de cela? Oui, je pense que vous étiez pour parler de cela. C'était votre diapositive ou ta diapositive, Erin. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Alors, l'autre chose, on voulait parler de documentation parce que je pense que c'est très important de parler de ces informations. C'est très, très important. Et c'est vraiment pas évident avec les soins des plaies. Vous essayez de prononcer ou de dire quelque chose qui est difficile à mentionner. Donc, quelle est la documentation que vous avez pour votre organisation? Est-ce que vous en avez? Avez-vous un langage partagé pour décrire les plaies et faire et regarder le progrès? Et comment est-ce que vous parlez de plans de soins, de taille, d'exudate, de limite, de profondeur, de tunnel, et cetera, et cetera? Et quand je travaille à l'hôpital, en fait, ce que souvent les gens font, c'est qu'ils regardent des photos de plaies, ils prennent des photos de plaies pour pouvoir voir comment la plaie progresse. Parce que oui, on peut décrire quelque chose avec des mots, mais en fait, la photo va véritablement nous montrer comment les choses progressent. Et donc, ça nous aide beaucoup. Mais en fait, peu importe ce que vous faites, c'est la cohérence qui est essentielle et je pense que c'est quelque chose de pas évident, en fait, quand les soins sont fragmentés, ce qui est souvent le cas pour ou avec les gens avec qui on travaille. Les gens qui reçoivent des soins à des endroits différents, soit à l'urgence, soit en clinique, mais la cohérence, c'est très difficile. Donc, c'est quelque chose, c'est bien pour nous de réfléchir à ça. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Oui, c'est intéressant. Samedi après-midi, j'étais sur un appel. J'ai fait un groupe de discussion et on nous a demandé d'organiser en priorité ce qui était, selon nous, important pour la recherche possible dans l'avenir. Et un des grands points, c'était d'être cohérent dans notre documentation, comment on documente une plaie. Comme ça, tout le monde sait de quoi on parle. L'autre chose, c'est que c'est très intéressant de voir comment la personne avec la plaie peut être engagée si vous les gardez au courant de ce que vous dites et si vous leur parlez de la mesure que vous obtenez. Eh bien, très souvent, ils vont pouvoir se souvenir de la taille ou bien ils vont dire non, non, c'est pas ce qu'ils ont reçu la dernière fois. Donc, quand la personne est impliquée, engagée dans ses soins et dans les discussions, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est juste entre parenthèses, c'est important d'impliquer la personne dans ses propres soins. Alors, je parlais de préparer, enfin de la préparation, le paradigme de préparer la plaie en soi. Ça, c'est quelque chose qui a été publié en 2021. C'est un accès ouvert sur Advances in Skin and Wound Care. Donc, si vous avez accès à l'article et au complet, ils ont 10 énoncés pour traiter d'une plaie chronique. Et comme vous voyez, ils ont commencé par la personne qui a la plaie chronique. C'est important d'identifier ce que c'est cette cause. Et c'est également important de parler du fait qu'il y a le patient, la patiente ou même des préoccupations de la famille du patient ou de la patiente. Oui, Erin, vous avez des choses à ajouter? Oui, d'accord. Alors, oui, je pense que dans la communauté de réduction des soins, je crois que le monde médical généralement voit des gens qui utilisent des stupéfiants ou des gens qui sont sans abri. Ils pensent que ces gens-là n'ont pas de famille, mais en fait, on sait très bien que ces gens-là ont vraiment beaucoup de communautés, bon, ont
une communauté riche d'appui. Donc, quand on identifie ces gens-là qui appuient les autres, les gens qui peuvent aider les autres avec leurs changements et leurs difficultés, donc, pour assister à des rendez-vous et tout, je pense qu'on sait que dans la communauté, ces gens-là sont très, très importants pour les gens qui ont ces plaies. Et ces gens-là sont prêts à être impliqués dans les soins. Oui, et la culture, c'est important également. On a vraiment besoin de comprendre d'où provient cette personne qui a la plaie, quelle est leur culture et qu'est-ce qu'ils perçoivent, qu'est-ce qui les aiderait selon eux. Parfois, la communauté médicale a du mal à accepter ou à être satisfait des traitements un peu plus naturels. Et encore une fois, c'est une question d'écoute. C'est une question de comprendre d'où provient cette personne et son système d'appui. Et le prochain point dans ce paradigme, c'est de voir à quel point la plaie peut guérir. Et on veut parler de guérison, de maintenance, de plaie qui ne peut pas guérir, etc. Et il y a également ce soin palliatif. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait au niveau des soins locaux? Et les trois choses à analyser sont le débridement, donc cette peau inutile sur la plaie, est-ce qu'on peut l'éliminer? Est-ce qu'il y a de l'inflammation ou est-ce qu'il y a une infection plus profonde? Et est-ce qu'on a une humidité équilibrée dans la plaie? Donc, c'est un peu comme l'histoire des trois ours où quelque chose n'est pas trop chaud ni trop froid. Il faut que ça soit parfait. Il faut que le niveau d'humidité soit parfait pour que le corps puisse guérir. Et avec le débridement et l'inflammation et l'humidité, si tout est corrigé, mais la plaie ne guérit toujours pas, à ce moment-là, il y a d'autres modalités qui peuvent être utilisées. Et donc, pour voir si l'extérieur de la plaie se referme ou pas, vous pourrez décider si on utilise ces modalités ou pas, et c'est peut-être disponible ou pas dans la communauté. D'autres commentaires, Erin? Non, ça va. Je pense qu'on peut passer à nos études des cas. Parfait. Allons-y. Alors, voici la première étude de cas. J'aimerais beaucoup avoir une idée de ce que vous pensez. Écrivez-le dans le clavardage. Qu'est-ce que vous y voyez? Quelles sont vos observations? On parle de la jambe ou de l'autre partie? Oui, c'est la même personne. Il s'agit du même patient. Je ne vois pas le clavardage. Est-ce que des gens commandent? Quelles sont vos observations? Ah, personne ne veut briser la glace. Pas de commentaires, mais on regarde ça. Ah, on demande à rendre l'image en plein écran pour mieux voir. Ah oui, bonne idée. Ah oui, un instant. Désolée. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu de la patiente. Elle m'est chère. Je la connais depuis 2017. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée. Elle était une femme active alors, dans la cinquantaine, début cinquantaine, et elle s'occupe de beaucoup de gens qui vivent dans la rue. Elle a un réseau très riche de personnes autour d'elle, une personne très appréciée. En 2018-2019, on a observé des choses. Elle venait tous les jours sur site et ensuite on a remarqué qu'elle ne venait plus. Alors on a commencé à la chercher et à ce moment-là, je n'avais pas accès au système Connecting Ontario, pardon. Alors on faisait des appels et enfin on l'a localisée. Elle était aux soins intensifs, hospitalisée.
Elle avait été admise à l'hôpital pour un abcès donc à la colonne. Lorsque cette femme était plus jeune, elle était une danseuse professionnelle. Elle dansait dans des vidéos, notamment des vidéos donc sur extraits musicaux, tout ça. Et donc, elle avait ensuite subi une chirurgie et une blessure, mais par la suite, elle était confinée à un fauteuil roulant. Elle n'avait pas pu donc retrouver la mobilité de ses jambes. C'était donc un très long parcours avec cette blessure. Et la plaie, justement, est une plaie due à l'immobilité. Et alors qu'elle se remettait de son infection de la moelle épinière. Il y a eu différentes phases ici, mais on voit que la plaie est assez belle. La patiente a fait beaucoup de travail pour garder le tout propre et sec, même si c'est plutôt difficile. Mais elle était très disciplinée, très diligente et elle avait des blessures de pression sur les jambes et voilà, il y en avait une justement qui s'était réouverte. Vous voyez à gauche donc que les bordures s'étaient refissurées. Sur la jambe, justement, elle avait été à l'hôpital, hospitalisée pour la COVID et à sa sortie, elle avait une nouvelle blessure sur sa jambe. Est-ce que vous avez des commentaires un peu par rapport aux raisons pour lesquelles cette blessure due à la pression a de la difficulté donc à guérir et à se refermer? Quelles sont vos hypothèses? On demande si la personne fume la cigarette. Oui, un peu. Et quelqu'un dit peut-être qu'on a de la difficulté à amoindrir la pression. On se demande si l'irrigation est bonne. La pression peut-être de son fauteuil roulant. Ah oui, excellent. Très bon point. Quelqu'un qui pose une question par rapport à l'alimentation. Effectivement. J'aime bien la photo à droite parce que vous voyez un peu le fauteuil roulant et effectivement, la façon dont elle est assise n'est pas optimale. Malheureusement, il y a beaucoup d'entraves par rapport à ceci. C'est difficile d'avoir un bon fauteuil roulant déjà. Et une fois qu'on l'a, il faut le faire entretenir. Il faut faire différentes choses. Et il y a un coussin sous la patiente, mais il est complètement aplati. Donc, avoir un système qui s'adapte bien sur notamment les fauteuils roulants, c'est compliqué. À un moment donné, elle a perdu un fauteuil roulant, elle en a eu un autre qui n'était pas bien adapté à sa physionomie. Donc, tout ça a contribué au fait que c'était difficile d'enlever la pression sur sa blessure. Et pendant longtemps, elle était sans abri. Maintenant, elle peut donc s'allonger dans un lit et sa blessure de pression s'est grandement améliorée à cause de ça. Et effectivement, sur la jambe, il s'agit fort probablement d'une lésion liée au fauteuil roulant. Et évidemment, donc, très important, l'ajustement par rapport au dispositif d'aide à la mobilité. Si on ne peut pas décharger
une plaie, elle ne guérira pas. Maintenant, la plaie est assez belle et justement, ça en dit long sur la patiente et sa discipline pour nettoyer la plaie, la garder au sec. Mais oui, sans aménagement de sa façon de s'asseoir, on ne pouvait qu'atteindre un certain niveau. La blessure sur la jambe, on dirait qu'elle est due peut-être à une ampoule. Quand on la regardait, on dirait un peu un tatouage en forme de papillon. C'est un peu comique. Mais voilà, bon. On dirait qu'il s'agit bien d'une ampoule en état d'hémorragie qui a ensuite séché. Donc, cette personne fait face à beaucoup de défis et il semble que tout le monde qui est dans cette situation fait face à aux mêmes difficultés parce que dans nos communautés de pratique, on a de la difficulté à effectivement faire l'entretien des fauteuils roulants. Ça prend beaucoup de temps avant de traiter une requête. Donc, c'est vraiment un problème systémique à ce moment-là. Je n'ai pas de réponse, malheureusement, de solution à offrir ici, mais ça coûte cher à tout le monde, pas seulement en termes financiers, évidemment, mais aussi en qualité de vie. Je pense qu'on doit tous mettre l'épaule à la roue pour ce genre de choses. Oui, et effectivement, je pense que tout le monde qui est ici comprendra bien. Il y a beaucoup de roulements chez les fournisseurs de soins de santé, surtout maintenant. Alors, cette patiente avait eu un excellent intervenant pivot ou coordonnateur et cette personne est ensuite partie. Alors, elle est un peu tombée entre deux chaises. Ça prend un certain temps pour que tout le monde soit au fait d'un dossier. Donc, ça, c'était un autre facteur systémique qui entrait en compte. Et quelqu'un a mentionné l'alimentation. Beaucoup, effectivement, de gens avec qui on travaille n'ont pas de sécurité alimentaire. Et donc, elle avait une prescription pour le produit Ensure. C'est bien, mais ce n'est pas la même chose, évidemment, que d'avoir 3 repas nutritifs par jour. Donc, il s'agit d'un autre aspect dans la lutte pour la guérison de ce genre de plaie de pression. Et d'ailleurs, une petite astuce qui me vient à l'esprit ici. C'est assez facile d'ailleurs à traiter. Les gens qui ont certains coussins gonflables, regardez le fauteuil pour s'assurer que le coussin soit bien installé. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les coussins de type Roho et qui est installé à l'envers. Et ça, évidemment, ne fait que causer des problèmes de pression. Une autre petite astuce, pardon. On veut avoir le moins possible d'objets entre le Roho et la personne. On veut que le coussin soit bien gonflé. Je sais que parfois les gens mettent des choses, stockent des choses, mais si on met quelque chose entre la personne et le coussin Roho, alors on vient diminuer son efficacité. Tout à fait, c'est la même chose pour quelconque dispositif de délestage ou pour décharger voilà, la pression. D'autres commentaires là-dessus? Je pense que cette patiente se débrouille très, très bien. Ah oui,
Quel était le diagnostic d'ailleurs de l'hôpital pour la jambe? En fait, juste avant, est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est qu'un dispositif ROHO? Oui, bien sûr. Alors, ROHO est une marque, c'est un type de coussin. C'est un coussin qui a plusieurs petites pochettes gonflées. L'idée, bon, est d'avoir la bonne consistance pour pouvoir enlever de la pression lorsqu'on s'assoit. C'est un peu comme du papier bulle. Vous voyez, c'est le même concept. Évidemment, les bulles sont plus grosses que du papier bulle, mais ça ressemble un peu, c'est un peu caoutchouteux peut-être dans l'aspect, mais voilà, chaque bulle est environ grosse comme ceci, 10 cm. Il y a une valve donc, qui sert à gonfler le coussin. Certains de ces coussins ROHO peuvent être gonflés, dégonflés par section. D'autres doivent être gonflés dans un seul bloc. Mais voilà, si ça vous aide un peu à vous l'imaginer, c'est un peu comme du papier bulle en plus gros. Et ça permet de faire de la mise en décharge. Oui, l'idée, c'est de décharger, effectivement. On veut décharger, évidemment, toute zone atteinte d'une lésion ou toute zone où il y a une grande pression d'exercer. Je viens de mettre un lien. Bonjour, ici Lisa Gillespie. Bonjour. Bonjour, ici, est-ce que c'est Diane? Non, d'accord, désolé. Bon, voilà, l'interprète est navré. Il semble qu'un des participants avait une conversation téléphonique. Oui, voilà, je suis désolée, je croyais qu'Elissa vous posait une question. Mais voilà, elle avait une conversation téléphonique avec son micro allumé. On s'excuse. Parfait. Alors, on passe à notre prochaine étude de cas. Je sais que la qualité de l'image laisse un peu à désirer ici. Je m'en excuse. Il s'agit d'un pied. Vous avez le talon au bas de l'image et les orteils ne sont pas présentés dans l'image, mais seraient vers le haut. Alors, il s'agit d'un jeune homme dans la trentaine. Il avait cette lésion près de la cheville depuis plus d'1 an. La plaie guérissait partiellement, en bonne partie, et ensuite se rouvrait. Il y avait de l'infection chronique et on procédait au parage de la plaie. Pendant voilà, quelques années, il y avait ce cycle. Je travaillais avec lui et moi, je n'avais pas accès au système Connecting Ontario. Et donc, j'ai dû faire un peu de travail de détective. Il m'a dit qu'il avait été impliqué dans un accident automobile 6 ans auparavant. Il avait eu plusieurs chirurgies à cette jambe. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, moi, je pense qu'il y a des dispositifs de chirurgie qui sont restés dans l'organisme. Et donc, peut-être que la raison pour laquelle, c'est la raison en fait pour laquelle cette lésion ne guérit pas, parce que sinon, c'est un patient sain, jeune, pas vraiment de maladie ou de comorbidité, mais cette plaie refusait de guérir. Et donc, voilà, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et on a vu effectivement, une fois qu'on a paré la plaie, on a pu voir
qu'il y avait ce qu'on appelle du tunneling, donc du sillonnage et un exudat. Et je me demande si vous pouvez bien voir. On voit ici l'aspect très granuleux. Est-ce qu'on peut définir voilà, l'hypergranulation, une granularité? Oui, alors, il s'agit de certains tissus et on peut voir donc les tissus au-delà des bords de la lésion. Voilà, donc il y avait une hypergranulation. Je me demandais comment traiter cette plaie. Il y a de l'enflure, même si le traitement était relativement efficace et la plaie allait mieux, mais on voyait quand même cette hypergranulation et donc on peut à ce moment-là se poser quelques questions. Il s'agit d'une situation où on doit être curieux. Ce jeune homme avait utilisé des antibiotiques de manière cyclique. Je pense peut-être à l'amoxiclave, etc. Il avait des prescriptions pour différentes choses. Et voilà, on ne savait pas trop à quel point le traitement fonctionnait, ou plutôt combien de temps il durait. Et évidemment, bon, beaucoup de gens détestent les dispositifs de compression, mais voilà, je lui ai offert. On parle de chaussettes ici ou autre chose? Oui, en fait, je lui ai demandé et il disait oui, oui, je vais essayer quelque chose pour la compression. Et il a beaucoup apprécié. Il était très discipliné, il a porté. Et donc, on a pu vraiment améliorer la situation. On a pu aussi voir qui lui a prescrit certains médicaments et on a pu l'aider avec l'adhérence à la médication. On a inclus aussi son ou sa partenaire pour l'aider à se rappeler de prendre son antibiotique. Et ensuite, voilà, vous voyez la plaie relativement fermée, mais vous voyez quand même qu'il y a de l'infection active. Il y a voilà, un drainage de sites satellites aussi. Ici, il fallait vraiment aller un peu plus loin. On était voilà, plusieurs personnes et on a fait ce qu'on a pu côté dans notre communauté, mais effectivement, il fallait aller voir s'il y avait des outils ou un corps étranger, bref, qui causait problème ici. Je trouvais que c'était une étude de cas assez intéressante. Je pense qu'on est souvent exposé à l'ostéomyélite dans notre communauté et ça a des implications, je pense, intéressantes, surtout côté de la prescription d'antibiotiques. Effectivement, si les choses ne progressent pas, il faut toujours réévaluer et se reposer des questions. On doit se demander qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Dans ce cas-ci, pour ce jeune homme, on a eu plusieurs conversations là-dessus et on a essayé de voir quelle serait la meilleure marche à suivre. S'il s'agit d'une ostéomyélite qui demande un traitement antibiotique, alors quel traitement antibiotique est le plus approprié, intraveineux ou pas? C'est le genre de questions qu'il faut se poser. Il faut alors impliquer des gens du côté
de l'infectiologie. On peut voir s'il y a un corps étranger et si oui, est-ce qu'on peut aller le ressortir, évidemment. Ça peut être possible ou peut-être pas. Peut-être qu'il faut tout simplement gérer l'ostéomyélite chronique. Évidemment, c'est difficile. On doit tous user de précautions par rapport à l'usage d'antibiotiques. Il faut en faire un usage prophylactique. Il y a 2 questions dans le clavardage. Premièrement, est-ce qu'on voit ici l'ulcère creusé? Effectivement. Dans le site satellite ou dans le principal? Je ne pense pas qu'il y avait d'ulcère creusé précisément, ou si l'infection, voilà, trouvait une autre porte de sortie. Mais non, il n'y a pas eu de sillonnage ou de creusage entre les deux, mais on ne sait pas parce qu'une ostéomyélite, évidemment, n'est pas superficielle, c'est en profondeur. Et aussi, évidemment, s'il y a une accumulation de quoi que ce soit, l'accumulation va finir par sortir, n'est-ce pas? On a parlé de la personne avec qui avait beaucoup d'aiguilles dans la jambe. Même chose, les aiguilles ont fini par ressortir. Dans cette zone, donc s'il y a une zone plus faible dans la peau, alors on pourra avoir quelque chose qui ressort. C'est intéressant de s'attarder au vocabulaire utilisé. Il faut effectivement user de cohérence. On utilise des termes qu'on pense que tout le monde connaît, mais finalement, c'est vraiment du langage typiquement infirmier ou spécifique au traitement des plaies. Alors, merci d'avoir posé la question. Effectivement, moi, je ne suis pas clinicienne et bon, le webinaire est à l'intention des cliniciens, alors je suis certaine que vous comprenez très bien. Une autre question de Bernadette. Est-ce que vous voulez poser la question directement? Oui, d'accord. Je me demandais si on voulait commenter sur la difficulté à l'accès aux antibiotiques intraveineux. Donc, l'accès veineux est difficile, ce genre de choses. Est-ce que vous avez des suggestions pour ça? Oui, je pense qu'il y a tellement d'obstacles, effectivement, au traitement par antibiotiques. Effectivement, très, très difficile. Et il y a de la stigmatisation qui joue, on le sait. Certaines personnes ne sont même pas des candidats pour l'intraveineuse, donc, bon, parce qu'on a peur que la personne va utiliser les dispositifs pour s'injecter de la drogue. Je pense qu'il faut être connecté à la réalité. L'approche, c'est la réduction des méfaits. On veut utiliser le cathéter, utiliser les antibiotiques par intraveineuse si c'est approprié, tout simplement. Je pense que ici, cette personne avait justement eu de l'Amoxiclove pendant longtemps et je ne sais pas s'il avait même été considéré de changer un peu le mode de traitement ou d'y aller par intraveineuse. Mais oui, voilà, ce patient a été sous antibiotiques très longtemps et à ce que je sache, l'intraveineuse n'avait pas été envisagée. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des décisions à prendre et
De mon côté, je trouve que c'est très important, pas seulement de prendre les rendez-vous, mais parfois de me présenter moi-même au rendez-vous parce que parfois, les prestataires prennent des décisions différemment lorsqu'il y a un témoin, quelqu'un qui voit ce qui se passe. Qu'en dites-vous? Ou- Oui, effectivement, je n'ai rien à ajouter. Je suis bien d'accord avec ce que vous avez dit. C'est évidemment une question d'éducation et de se concentrer sur la personne. On sait que la personne consomme de la drogue, d'accord, mais voyons les implications d'une ostéomyélite maltraitée. C'est problématique, non. Je pense que quand on évalue les risques, il faut faire bien attention et être centré sur le patient. Effectivement, effectivement. Parfois, ce n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on essaie de faire vraiment? Quel genre de risque est-ce qu'on veut gérer ici? Il y a eu des cas très positifs par rapport à un cathéter central inséré par voie périphérique. C'est certainement à tenir en compte. Il y a des drogues aussi prescrites oralement qui peuvent aider. Bon, moi, je suis infirmière, je ne peux rien prescrire, mais il y a notamment la clindamycine qui est prise oralement et qui pénètre tout aussi bien l'organisme, prise oralement ou prise par intraveineuse. Donc, c'est vraiment au prescripteur de voir qu'est-ce qui va bien fonctionner pour le patient. Une autre chose, si on s'inquiète, on peut voir à des injections intramusculaires aussi. Ça fonctionne de manière très efficace. L'idée, c'est qu'il y a d'autres options, pas seulement le cathéter intraveineux. Il y a plusieurs possibilités ici à évaluer. Je crois, en gros, que les prestataires de soins de santé doivent être mieux éduqués. Je crois que notre groupe, justement, est là pour cette fin précisément. Mais oui, il faut garder cela en tête. Il y a différentes options d'administrer un antibiotique. Alors, je crois qu'il y a de la recherche qui montre que la pénétration par voie orale fonctionne aussi bien pour certains types d'ostéomyélite. Donc oui, pour revenir au point de Bernadette, il y a d'autres conditions qui nécessitent des antibiotiques de façon différente. Mais bon, ça nous permet de parler de la prochaine diapositive, donc les infections. Et je suis sûre que ce sujet vous intéresserait. Est-ce que je peux me permettre de parler de ceci un petit peu plus avant de donner plus d'informations? Oui, d'accord. Alors, nerds et stonies. Donc, je ne sais pas trop c'est quoi le terme. Mnémonique? Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu geek. Alors, quand j'ai été présentée à ceci, ça m'a fait éclater un petit peu, mais quand on voit des plaies dans les communautés, très souvent, on voit de l'inflammation et on dit, ah, cette personne a besoin d'antibiotiques. C'est ce qu'on dit. Surtout si vous voyez quelqu'un, vous ne connaissez pas ses antécédents au niveau de la santé, vous n'avez pas beaucoup de contexte. Quand vous voyez cette inflammation, ça peut causer des paniques. Alors, pour cet outil particulièrement m'a permis de réfléchir à ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois quelque chose de superficiel, une infection superficielle ou plus profond? Alors, évidemment, dans la dernière étude de cas, ça, c'est quelqu'un qui avait de l'ostéomyélite
et c'était un traitement systémique nécessaire. Et là, c'était impliqué, mais parfois, on peut traiter de façon topique. Donc, cette inflammation que vous voyez est superficielle. Et donc, ça explique un petit peu plus les nerds. Les Stonies maintenant. Oui. Alors, c'est le médecin avec qui je travaillais qui a créé ce mot Stonies. Et si vous faites un Google des ressources, on aura une liste à la fin. Quand vous regardez la douleur et l'infection, enfin, eux, ils ont analysé ça en 2006 et en 2009. Quand le docteur Sybil parlait, bon, lui, il parle d'une plaie en étant un bol de soupe. Et plus on plonge profondément dans la soupe, plus on trouve des débris. Donc, à la surface de la soupe, c'est là où il a trouvé ces bactéries superficielles. Et je devrais vous dire que toute plaie chronique a des bactéries. Et ça dépend de la présence et les types de bactéries. Et on a une diapositive très simple. Mais quand vous regardez les infections superficielles, vous allez trouver que les plaies ne se referment pas comme on aurait espéré. Et avec les plaies chroniques, il y a des études qui montrent que si une plaie est en train de guérir, sur la trajectoire de guérison, elle devrait être 30 plus petite à 4 semaines. Si vous avez une infection superficielle, l'exudate sera plus considérable. Et ensuite, Erin a parlé de peau rouge friable. Et quand vous touchez le tissu, ça peut saigner à la moindre des choses. Le débris, c'est le jaune qui est en bas de la plaie et il y aura une odeur associée à ce jaune. Si vous changez les pansements, ne vérifiez pas pour l'odeur avant d'avoir nettoyé la plaie avec une eau salinée ou potable. Donc, si vous avez ces 3 signes, vous pouvez traiter cette plaie de façon superficielle. Et il y a une question dans la boîte de clavardage de savoir quel type de plaie est-ce qu'on pourrait traiter avec l'argent, les bactogras et les gauzes ou les pansements non adhérents. Si l'infection est plus profonde, à ce moment-là, la plaie va s'amplifier, la température va augmenter. Peut-être que ça va toucher l'os ou pas. Et dans la dernière étude de cas, Erin, est-ce que vous sentez les outils? Pas au niveau de la cheville, plus au niveau plus élevé, sur la jambe. Oui, d'accord. Donc, on peut toucher. Et bon, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ces pointes stériles. Et donc, vous pouvez utiliser un Q-tip stérile. La partie qui n'a pas de coton ouaté, bon, vous allez pouvoir utiliser ça et vous allez voir les secteurs autour de la plaie. L'exudate sera augmenté et il y aura une odeur s'il y a une infection plus profonde. Et ça, hein, ça nécessite un traitement systémique. Ce qui est intéressant, c'est que Sue Gardner de l'Angleterre a fait une petite étude et dans 100 des gens à qui elle a parlé, qui avaient une infection, avaient une plaie infectieuse, a dit qu'il y avait une augmentation dans la douleur. Donc, tous ces signes que vous voyez peuvent être remplacés par le symptôme de la douleur lorsque vous regardez Nerds et Stories. Kevin Wu, qui est infirmier et professeur à l'université. Donc, le docteur Sybil a validé les critères Nerds et Stonies et a trouvé qu'en le comparant à un nettoyage et un rapport en laboratoire des plaies, ça a montré qu'il y avait une bactérie accrue. Les bactéries ont augmenté, les taux de bactéries.
Et là, on a une question. Qu'est-ce que vous voulez dire par le haut dans Stony? Bon, ça veut dire que ça touche l'os, ou vous pouvez sentir quelque chose, ou que l'os est exposé dans ce secteur-là. D'accord, j'espère que ça vous aide. Mais donc, si vous pouvez sentir l'os, ou si vous sentez quelque chose, ça veut dire, comme Erin a dit, bon, avec les matériaux, et il y a quelque chose qu'il faut traiter. Avec les études, ils ont trouvé qu'en utilisant un thermomètre à l'infrarouge, et si la température augmentait de 3 à 5 degrés, c'est que la plaie était probablement touchée par une infection profonde à 80. Donc, si vous gérez des plaies chroniques dans votre pratique, donc vous voulez regarder le thermomètre à infrarouge. Je ne fais pas la promotion de la compagnie, mais Canadian Tire va avoir ses thermomètres à 99 mais en vente pour 20. Et ils ont vraiment aidé les gens dans la pratique de soins des plaies chroniques, parce que l'infrarouge, le thermomètre infrarouge, bon, il y en a de type médical qui était utilisé pour regarder les températures de la peau, et ça devait être à l'intérieur de 2 centimètres ou à côté de 2 centimètres de la peau pour avoir une bonne lecture, et ils sont entre 800 et 1 200 donc dépendant de où vous les achetez. Mais si vous regardez Princess Auto et Canadian Tire, eux, ils vendent des thermomètres à l'infrarouge qui étaient conçus pour prendre la température des moteurs de véhicules, donc de voitures et de camions, pour pouvoir voir s'il y avait des fuites de chaleur autour des fenêtres et tout ça. Mais on a fait une étude qui a validé que ces thermomètres peuvent être utilisés également. Donc, si vous avez ce thermomètre, ça vous aide beaucoup. Erin, est-ce que vous en avez pour votre pratique? Oui, absolument. Et pour les gens qui ne le savent pas, vous comparez la température à la plaie avec la peau, donc sur l'autre membre, l'autre bras, l'autre jambe, etc. Donc, vous allez chercher 2 lectures, vous comparez, enfin, 2 bras, 2 jambes, 2 pieds, etc., pour pouvoir comparer la température. Parce que parfois, si vous touchez la peau autour de la plaie, ça ne va pas vous donner une bonne lecture. Oui, c'est ça. Et si vous venez d'arriver et vos mains sont froides et vous touchez, vous allez avoir une autre idée que si vous êtes à l'intérieur depuis un certain temps, et les mains sont plus donc en place. Donc, c'est la capacité de pouvoir avoir accès à cet outil. Mais c'est seulement une partie du puzzle, parce que les infections sont cliniquement diagnostiquées. Et donc, c'est votre expertise clinique qui vous permet de déterminer si cette plaie est infectée ou pas. Donc, en utilisant cet outil, ça va vous permettre de savoir de quoi vous devriez regarder. There's one more question in the chat there. What is the best way to treat? Exactly, you go for it. Yep. What is the best way to treat topically fusidic? Donc, quelle est la meilleure façon de traiter de façon topique? Donc, quand vous avez des pansements infusés. Bon, alors, infusés par antibiotiques. Alors, quand je travaille avec les dermatologues, Fusalin est une bonne crème à utiliser qui est disponible, mais comme ça contient de l'anoline, ça peut désensibiliser. Donc, les gens peuvent avoir un dermatite de contact de ce produit. Pour les pansements infusés d'antibiotiques, il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles. Vous pouvez acheter des pansements avec cela, mais la prochaine diapositive montre un peu plus les pansements antimicrobiens. Et donc, dans le soin des plaies chroniques, il y a 6 catégories de pansements. Et ce que les compagnies ont fait, c'est que les compagnies ont pris chaque catégorie, ils ont ajouté un antimicrobien dans ce produit
dans ce pansement. Si vous travaillez dans la communauté, si vous travaillez donc de la maison, et c'est l'autre chose qu'il faut savoir. Donc, ça augmente la réponse inflammatoire que vous obtenez et parfois c'est anti-inflammatoire également. Donc, si votre plaie revient à la phase inflammation, vous devez quelque chose à l'extérieur de ça. Donc, pour utiliser tout ce qui est imprégné de miel ou d'autres choses, ça, c'est la phase inflammatoire. Si vous avez une plaie qui n'avance pas, vous voulez que ça fasse partie de la phase inflammatoire. Comme ça, vous pouvez comprendre le diagramme. Vous pouvez utiliser quelque chose tel que donc cette bénadine. Et donc, le bleu, violet, cristal, ces pansements et d'autres s'attaquent à la bactérie à l'intérieur de la plaie en soi. Donc, la bactérie va là-dedans et les propriétés, donc, décortiquent les bactéries et détiennent tout ça dans le pansement. Ça a l'air d'être un peu compliqué et un peu confus, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ça dépend de ce que vous avez de disponible et c'est quoi le pansement que vous devrez utiliser. Et donc, je pense que et donc, tous les produits qui sont imprégnés dans les gauzes. Et donc, tout ce qui contient de l'iode, c'est pro-inflammatoire. Donc, ça va permettre à mieux travailler sur une plaie. Ça va pénétrer dans le biofilm d'une meilleure façon. Mais si vous avez une plaie qui est véritablement tendre, et donc déjà en état inflammatoire, vous allez peut-être vouloir choisir Coraxédine ou si vous avez les fonds pour acheter donc de l'argent dans les pansements, vous pouvez utiliser ça également. Mais par contre, vous allez avoir besoin de l'eau pour activer l'argent. PHMB? It's polyhexamethylene biguanide. Ici, on a une question par rapport au PHMB. C'est en fait polyhexaméthylène biganide. L'idée ici, donc, le nom de marque, c'est Bactograph. Souvent, c'est le nom, donc l'appellation plus courante. Ce qui est intéressant, Erin a écrit un article là-dessus, je vais le mentionner si ça va. L'une des personnes qui a révisé l'article a dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé telle composante? Et la réponse était parce qu'on ne l'avait pas. Et voilà, tout dépend, n'est-ce pas, de ce qu'on a sous la main. Si on sait qu'une plaie ne va pas guérir à cause des circonstances, utiliser quelque chose comme du type d'iodine, ça va aider à maintenir les niveaux bactériens sous contrôle et les réduire les risques d'infection. C'est ça l'idée. On peut avoir plein de pansements, mais si l'infection s'installe, alors il faudra changer son fusil d'épaule. Effectivement, il y a tellement de pansements disponibles sur le marché. Beaucoup coûtent très cher. Dans ma pratique, j'essaie d'y aller avec ce qui est simple, en sachant bien sûr que ça veut dire que le pansement doit être changé plus souvent. Les gens, lorsqu'ils sont mal logés,
ou sans-abri, c'est difficile de maintenir la lésion propre et au sec. Alors, si on veut bien gérer l'humidité, les microbes, eh bien, on y va pour une marche à suivre simple. J'aime beaucoup l'image que vous voyez à l'écran. Ici, il y avait du calcium et du calcium donc, qui est utilisé dans le traitement de la blessure, dans le pansement, c'est-à-dire. Dans ce cas-ci, il n'y avait pas vraiment de gestion de l'humidité à faire. Donc, on veut aussi bien utiliser nos produits ensemble parce que si on vient encourager le drainage, mais ensuite on n'a pas de manière de garder la plaie au sec, eh bien, évidemment, on est contre-productif. Effectivement, on veut prêter attention à la synergie ou l'anti-synergie possible. Effectivement, ce qu'on appelle en anglais le calcium alginate, c'est bien. Ça va absorber l'humidité et ça va aussi aider du côté de l'hémostase. Il y a vraiment justement des propriétés du côté de l'hémostase. Et en fait, l'alginat de calcium aide beaucoup ici pour ce genre de situation. Effectivement, l'odeur ici, effectivement, il y avait une forte odeur qui est sortie. Mais bien sûr, il y a des pansants absorbants. Certains sont exorbitants en termes de prix, mais ça peut être une façon, effectivement, d'aider en utilisant de l'alginat de calcium. Ça me fait penser à quelque chose d'autre, d'ailleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de débats par rapport à certaines gaz. Quand utiliser tel type, est-ce qu'on trempe dans une eau saline ou dans l'iodine? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense que ça dépend. Souvent, les gens vont utiliser différentes choses. Donc, après avoir utilisé, non pas de l'iodine, mais de l'iode, pardon, en français, alors on peut utiliser d'autres options. Il y a des pansements qui contiennent notamment de l'iode, qui peut aider donc à drainer le fluide. Heather aussi probablement aurait un commentaire là-dessus. Oui, en fait. Ouais, non, ça va. Oui, effectivement. Quand on prend soin donc d'une plaie, il faut faire attention de ne pas trop mettre en épaisseur de pansement. On ne veut évidemment pas détériorer la lésion dans nos efforts. Effectivement, si on retire des pansements, l'idée ici, c'est de se demander, est-ce qu'on vient irriter la zone? Parfois, lorsqu'on utilise différentes choses dans l'épaisseur du pansement, on vient en fait irriter la zone. S'il s'agit d'une lésion post-chirurgie, c'est une chose.
On veut avoir beaucoup de mèches, de tampons, mais autrement, on veut y aller de manière plus légère. On veut utiliser simplement une mèche qui va guider le fluide vers l'extérieur. Il ne faut pas évidemment que le fluide soit pris sous le pansement. Bon, je pense qu'on doit continuer. Effectivement, je parlais plutôt des bactéries présentes dans le cas d'une lésion chronique. Donc, si la lésion est là depuis moins d'un mois et que la personne n'est pas immunosupprimée, alors on va aller avec un test de Gram positif. Il y a une question là-dessus d'ailleurs. Est-ce qu'on va faire une culture bactérienne? Oui, c'est bien d'aller chercher un échantillon, de faire un prélèvement pour voir quel antibiotique utiliser. Mais avant de faire un prélèvement, il faut vraiment nettoyer. Récemment, il y avait une formation avec un microbiologiste et en gros, l'idée, c'est avant de faire un prélèvement, on va vraiment nettoyer. S'il y a du tissu mort, on sait déjà qu'il y a des bactéries. Donc, on veut tout nettoyer et ensuite prélever, faire un prélèvement de la zone qui est la plus propre. Donc, oui, le prélèvement peut être approprié pour voir évidemment quel antibiotique est approprié. Maintenant, si l'infection est là depuis plus d'un mois et si le patient est immunosupprimé, alors on va probablement devoir traiter les microbes à la fois gram positif, gram négatif et anaérobes. Ici, la personne a peut-être des difficultés côté logement, côté alimentation. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une comorbidité pour avoir un patient immunocompromis. Donc, gardez bien cela en tête. Oui, je pense aussi qu'il y a beaucoup de facteurs circonstanciels à tenir en compte. J'ai appris beaucoup au fil du temps. Il faut bien réfléchir à la fréquence de l'administration de l'antibiotique. Est-ce que la personne a un endroit où stocker son antibiotique? Est-ce que la personne pourra justement donc prendre son antibiotique à la fréquence appropriée? Du côté de la doxycycline, par exemple, très bien pour réduire l'inflammation, mais j'ai découvert avec un monsieur atteint donc d'ostéomyélite au pouce, le traitement l'a rendu très malade parce qu'il vivait dans un refuge l'été et en fait, il était très exposé au soleil. Et voilà ce qui causait problème. Il faut donc vraiment tenir compte du portrait complet de la situation. Donc, pour ceux qui prescrivent des antibiotiques, c'est le genre de choses qu'il faut bien examiner. Oui, et aussi, justement, côté fréquence, c'est facile, évidemment, de prendre quelque chose une fois par jour, plus difficile de prendre quelque chose 4 fois par jour. Ça s'applique à tout le monde. Voici ici une photo voilà, d'une cellulite. Et pour ceux qui sont des cliniciens, évidemment, c'est le clinicien qui a fait le dessin sur la peau de la personne. C'est pour justement suivre la progression ici de la situation. Effectivement, c'est une belle manière de faire le suivi par rapport
à l'IRITEM. Voilà, alors maintenant, à l'écran, vous voyez une petite liste de ressources. Si vous souhaitez aller plus en profondeur par rapport à ce qu'on a discuté, j'aimerais mentionner notamment Play Canada. Play Canada traduit d'ailleurs toutes leurs ressources. Elles sont donc disponibles en anglais et en français. Beaucoup de bons outils sur Play Canada. Et tout est gratuit. Oui, effectivement. Effectivement, on a justement présidente ici de Play Canada. J'aimerais aussi mentionner quelque chose d'autre. Le guide qui a été fait par les auteurs Dunn et Gauthier. Ce guide aussi est très pertinent. J'espère que vous y avez accès, que vous allez y jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Très important, tout ce qu'on fait dans nos communautés de pratique. J'espère vraiment que justement, on peut vraiment bénéficier de nos apprentissages respectifs. Très important. Alors, évidemment, pour conclure, on sait que ce ne sont pas toutes les lésions qui sont un résultat de consommation de drogue par injection. Il y a bien d'autres choses qui peuvent contribuer ici à la situation avec nos patients. Il faut donc bien réfléchir à un plan de soins qui est conforme aux objectifs du patient, à ses circonstances et aux ressources. Il faut traiter la cause et traiter le système. C'est vraiment la grande leçon. Donc, à titre de communauté de pratique, vous êtes déjà actif côté systémique. Vous savez de quoi on parle. Et c'est très important. Évidemment, la communication et la collaboration avec toutes les parties prenantes. Très important. Communiquer avec le patient, communiquer avec, voilà, toutes les parties prenantes. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'apprends beaucoup de mes collègues, alors merci beaucoup. Est-ce qu'il nous reste quelques questions éventuellement pour des... Voilà du temps pour des questions? Oui, alors laissez-moi prendre juste un petit moment. J'aimerais vous inviter tout le monde à remplir le sondage d'évaluation. Il ne contient que quelques questions. C'est très aidant pour la production de nos rapports et pour nos bailleurs de fonds. On veut démontrer que ce qu'on fait est utile. Mais l'une des questions aussi dans le sondage est là pour vous demander quels sont les sujets qui vous intéressent pour de futures formations. Merci, Erin. Merci, Pat. On a très hâte aussi d'offrir une autre formation, mais destinée cette fois à des non-cliniciens, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui prennent soin les uns des autres de manière informelle. Il y a aussi d'autres sujets, d'autres thèmes qui seront abordés. En février, on accueillera notamment Wendy Stevens. On va parler de la décriminalisation. Ensuite, à la mi-mars, on accueillera d'autres experts qui vont nous présenter leurs travaux. Plus tard, on a aussi une présentation du document SOS Guidance. Il y a des mises à jour qui seront présentées justement à la communauté de pratique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre quelques minutes. I also just want to give a big shout out to our transcribers, our translators, our French translators. Donc, je veux également dire merci à nos interprètes parce que ça veut dire que c'est disponible pour les francophones également. Merci à Christine et à Amélie. Est-ce qu'il y a des questions pour Pat et Erin?
Beaucoup de grands merci. Grand merci à vous deux. Il y a beaucoup, beaucoup de remerciements dans la boîte de clavardage et merci aux gens qui ont assisté également. Sabrina, elle a une question. Pouvez-vous nous montrer le tableau des algorithmes que vous nous avez montré au début? Ah oui, Pat, ça c'est le tableau compliqué. En fait, ça c'est le tableau sur les plaies, c'est ça? Ou la préparation? C'est ça? C'est ça? C'est cette diapo-là que vous voulez revoir? Oui, d'accord, OK, parfait. Oui, ça c'est le tableau compliqué, effectivement. Alors, si vous pouvez le comprendre, eh bien, bravo. Il y a tellement de facteurs qui sont impliqués, tellement de facteurs dans le corps pour permettre à la guérison. Il faut qu'on comprenne que nos corps sont des machines magnifiques. Et le corps s'occupe bien de soi-même. C'est plutôt incroyable, n'est-ce pas? Oui. Bon, vous avez envoyé des diapositives à nous la semaine dernière. Est-ce que vous avez fait des grands changements à ces diapositives-là ou non? Je ne crois pas, mais je peux regarder. Ou pouvez-vous tout simplement nous envoyer la dernière version de ce document PowerPoint, si vous êtes à l'aise, évidemment, à nous envoyer ça? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Je peux partager la présentation PowerPoint. Si vous l'envoyez par PDF, à ce moment-là, tout le monde sera reconnu pour les diapositives comme il devrait l'être. Les soins des plaies, c'est très axé sur la communauté et sur les équipes ensemble. C'est à tout le monde, donc, de trouver des gens dans la communauté. Quand on a débuté, Dr. Singleton a voulu être impliqué dans le soin des plaies. Lui et moi, on est impliqués dans le soin des plaies depuis des années. Et depuis des années, on a développé une grande équipe informelle de gens qui vont nous aider. Donc, on connaît des gens, on sait qu'on peut les appeler quand on est dans une situation où on a besoin de leur expertise. Peut-être qu'ils ne vont pas toujours être là, mais pour développer ce réseau de soutien, c'est tellement important. Et ce que vous faites ici avec votre communauté de pratique, en fait, c'est quelque chose de particulier, de formidable. En fait, c'est un bon exemple de comment les choses devraient être. Alors, merci. Merci. Oui, c'est relié de voir tout le bon travail que tout le monde fait et de nous donner un endroit où on peut se réunir, partager le travail et apprendre des autres. On a une question par rapport à si cet enregistrement est disponible. Il y a beaucoup de gens qui disent: Ah, zut, je ne peux pas être là aujourd'hui. Est-ce que je peux voir ça? Oui, oui, on va pouvoir afficher cette diapositive sur cet enregistrement dans ressources et événements du passé. En fait, ça sera affiché sur notre site Web à partir de demain. Et je crois qu'il y a d'autres choses qui sont affichées sur d'autres ressources. On va voir l'enregistrement et d'autres ressources qui ont été soulevées aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour toutes les choses qui ont été partagées dans le document des lignes directrices. Jody a une question pour vous. Bon, est-ce que vous avez une ressource particulière pour les plaies, plutôt les pansements? Oui, alors si vous voulez connaître les catégories des pansements, il y a Play Canada, Wounds Canada. Ils ont un document qui parle des catégories différentes de pansements et pour quel type de tissu on devrait les utiliser et quand les utiliser. Si vous parlez d'obtenir des pansements, la réponse est non. Ils n'ont rien là-dessus. La plupart des gens qu'on voit obtiennent leurs pansements des soins communautaires. Si vous allez sur le site web de Play Canada, Wounds Canada, vous allez trouver beaucoup d'informations au sujet des produits pour désinfecter, quoi utiliser, les catégories de pansements différents, comment les utiliser, etc. Il y a pas mal
choix de produits, en fait, qui sont disponibles. Oui, et moi, je vous dirais également que, bon, on n'a pas les conférences en personne pour le moment, mais si jamais on commence à faire ça en personne, encore une fois, et visiter les kiosques différents, les compagnies et leurs pansements différents, quand vous faites ça, souvent, vous pouvez avoir des échantillons. Les compagnies sont souvent heureuses de donner des échantillons. Oui, et ils sont heureux de partager leurs produits où ils peuvent. Et je sais qu'il y a des compagnies qui ont fourni d'autres pansements sur une base de soins basée sur la compassion. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles pour que les gens puissent obtenir les meilleurs soins que possible. Great. Bon, magnifique. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'on va conclure. Merci beaucoup d'avoir été là. On a toujours hâte d'avoir votre rétroaction, d'avoir des idées. Merci à Pat et merci à Erin d'avoir été là aujourd'hui. C'est un atelier que les gens cherchent à écouter. Donc, on veut faire plus d'ateliers et on a hâte de pouvoir faire des ateliers pour d'autres sujets parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe de nous avoir appuyés et merci à nos interprètes aussi. Oui, et merci de nous avoir invités. Hein? Merci. Merci, ça a été formidable. Merci beaucoup.